Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Pour cette première partie d'émission avec mes invités, nous allons faire une immersion dans le cercle familial, puisque nous allons parler un petit peu de la résolution des conflits parentaux par les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent, les enfants ont un petit mot à dire lorsque papa et maman, évidemment, se retrouvent dans un petit conflit? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, nous allons parler un petit peu de la vie à l'étranger. Est-ce que vivre à l'étranger, c'est un luxe ou simplement une succession de réflexions? Des éléments de réponse, évidemment, en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il y a des nouveaux, mais surtout des habitués. Il s'agit évidemment de notre ami Adolphe. Adolphe, vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, plaisir partagé. Et nous avons également le plaisir de recevoir une ancienne, une habituée de ce plateau Génération News, Charlène, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec Lloyd. Lloyd, vous êtes étudiant en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Première participation, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Régis, plaisir partagé. Plaisir partagé, on l'espère également, pour Aminata, étudiante en journalisme et communication, mais tu fais également du droit. Tu suis deux formations en même temps. Bravo déjà pour la disponibilité. Première participation en Génération News. Un plaisir évidemment, ma chère, de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler un peu pour la première thématique, parler des conflits parentaux. Lloyd, je me tourne vers toi. On parle de conflits parentaux. Évidemment, c'est des petites disputes entre papa et maman. Comment toi, tu vis ça en tant qu'enfant? Comment tu vis un petit peu ces conflits parentaux au sein évidemment de ta famille? Bon, déjà en tant qu'enfant, nous faisons partie par exemple de la nouvelle génération. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui les enfants ont plus leur mot à dire qu'avant. Donc ça veut dire nous ne devons pas rester figés sur les traditions passées. Donc aujourd'hui un enfant au sein de la famille lors d'un conflit peut aider à résoudre le conflit. Parce qu'il peut apporter par exemple des solutions et puis du réconfort aux parents, aux deux parents. Et ici, il ne s'agit pas de prendre un parti pris, parce que ça va s'aimer la zizanie, par exemple, au sein du foyer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les enfants ont plus leur mot à dire qu'avant. Et le parti pris, c'est-à-dire que, par exemple, toi, s'il y a un conflit parental entre papa et maman, tu optes pour le camp de papa au détriment de celui de maman. Il y a des enfants qui le font? Oui, il y a des enfants qui le font, mais justement, c'est ce que je demandais d'éviter, surtout. Parce que dès l'instant où tu prends, par exemple, le parti de ton papa, tu délaisses un peu ta maman et elle peut se sentir encore plus mal donc qu'elle ne l'est déjà. Donc je pense que le mieux serait d'en parler peut-être avec les gens autour, mais pas trop quand même, parce que quand le problème est interne, vaut mieux souvent ne pas le faire sortir lorsque on peut encore le régler à l'intérieur. Comme on dit souvent sur le continent, le linge sale se lave en famille. Mais reste à savoir s'il y a encore des laveurs de linge dans les familles. On va le savoir. Charlène, évidemment, on parle de Lloyd d'aborder des points très intéressants quand il parlait du parti pris lorsqu'on est évidemment face à une situation de conflit parental. Est-ce que c'est le cas pour toi, ou tu es beaucoup plus dans l'optique de jouer à celle qui peut résoudre le problème avec évidemment le costume de celle qui peut jouer effectivement la médiatrice, médiateur un petit peu du problème? Comment toi tu essaies de régler le conflit quand évidemment papa décide de ne plus parler à maman? Comment ça se passe? Comment tu gères toutes ces situations, ma chère Charlène? Bon, déjà je n'ai jamais été confrontée à ce problème. Venant de mes parents. Mais j'essaie de donner mon avis. Comme je le disais, c'est vrai, je ne prends pas parti. Mais les problèmes familiaux viennent souvent dans la plupart des cas du côté paternel en fait. C'est papa en fait. Voilà. Donc, essayer de communiquer avec son père, même si souvent on ne communique pas beaucoup avec nos papas. Mais déjà parce qu'il y a le principe du respect déjà qui est là, le respect parental aussi qui fait qu'à un moment donné on est quelque part un petit peu obligé d'installer une barrière. Mais comme Lloyd l'a souligné, c'est peut-être la barrière qu'il faut briser aujourd'hui avec cette nouvelle génération. Mais toujours dans le respect. Toujours dans le respect. Essayer de communiquer avec son papa, essayer de voir ce qui ne va pas.
Donc, c'est un peu la solution que je propose face à ça. La communication parentale. En fait. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour toi, ma chère Aminata? Comment ça se passe justement au sein de la famille lorsqu'il y a des conflits familiaux, lorsque évidemment la tension est plutôt très tendue entre papa et maman? Comment toi, en tant qu'enfant, tu réagis? Comment ça se passe? Est-ce que tu communiques beaucoup avec papa? Comment ça se passe? Non, chez nous, contrairement, quand il y a un conflit entre papa et maman, on ne s'en mêle pas. D'accord. Parce que c'est la tradition. On doit respecter nos parents. Genre, on peut faire des gestes qui peuvent montrer que nous sommes affectés. On peut faire des gestes qui peuvent montrer que le conflit vous touche. Oui, que ça nous touche. Ouais. Eux, ils vont comprendre, mais on ne doit pas s'en mêler parce que ce sont les grandes personnes, nos grands-parents, qui doivent intervenir. D'accord. Et du coup, comment ça impacte sur ta santé mentale ou bien sur tes études, le fait de voir, par exemple, quand tu rentres à la maison, que cette béatitude familiale qui existait au départ, c'est-à-dire le fait que tu rentres à la maison, tu vois ton papa taquiner ta maman et que quand tu reviens, tu te rends compte qu'il n'y a plus cette même ambiance au sein de la maison. Comment ça agit sur toi? Est-ce que ça t'empêche d'être concentré à l'école, d'avoir des bonnes notes? Comment tu vis difficilement cette situation? Cette situation n'est pas facile. Ouais. Nous allons essayer de se parler entre nous les enfants. D'accord. Essayer de faire des gestes qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent... Mais est-ce que ça t'affecte, toi, personnellement, quand tu vois papa être fâché avec maman? Est-ce que ça t'affecte au point de ne pas, par exemple, trouver le sommeil, de ne pas être concentré à l'école, ou bien tu arrives à plutôt bien gérer la situation? Oui, ça m'affecte. D'accord. Ça m'affecte, mais ça ne m'empêche pas de me concentrer à l'école. D'accord. Parce que nous, souvent, on a l'habitude de ce genre de choses. Ouais. Après, ça va se résoudre. Je me dis qu'après, ça va se résoudre. Car eux, ils sont de grandes personnes, ils savent l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Oui. Ouais. Et c'est souvent un plan, Adolphe, un plan que malheureusement certains de nos parents ont du mal un petit peu à suivre. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans ce conflit, on a l'impression qu'ils oublient que les enfants aussi sont là et qu'effectivement ce sentiment morose au sein d'une famille peut impacter négativement sur leur progéniture. Comment résoudre la situation? Et avant évidemment de te laisser répondre, peut-être nous donner ton point de vue aussi sur le conflit parental. Qu'est-ce que tu en penses et comment, évidemment, les enfants, s'ils peuvent, comment ils peuvent effectivement jouer le rôle de médiateur? Bon, déjà, j'ai bien aimé l'intervention de Lloyd et l'intervention d'Aminata également, et où Lloyd parlait de la jeune génération, de la jeune génération, et quand il y a un problème au sein du cocon familial, je pense que c'est... Les enfants sont à même de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va pas entre papa et maman, mais sous beaucoup de réserve parce qu'il ne faut pas intervenir au point de prendre parti pris, au point que papa soit lésé, que maman dise que voilà, les enfants sont favorables avec moi et voilà, non. Il faut savoir ce qui se passe et déjà dimensionner la gravité du conflit. Ouais. Si c'est un conflit qui peut être géré au sein de la maison entre papa et maman et les enfants peuvent apporter la médiation, ça c'est très bien. Et d'autre part, j'ai aimé l'intervention d'Aminata quand elle disait que c'est la tradition et généralement chez nous en Afrique, les enfants ne se mêlent pas des problèmes des adultes. Ouais. C'est vrai que quelquefois on peut être affecté par ce qui se passe. Ça c'est normal. Quand tu vois ton papa, ta maman être affecté, se disputer, évidemment, sur le coup ça paraît dérangeant et tu te sens impuissant. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, il faut garder sa posture d'enfant. Aller voir ses parents, chercher à comprendre ce qui ne va pas, mais pas dire que voilà, tu vas chercher à t'interférer et tout. Parce que généralement on dit entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre du doigt. Parce que vous allez mettre du doigt et demain ils vont revenir ensemble et vous aurez une mauvaise caricature devant vos parents. Ça c'est très important. Si le problème il est d'autant plus gravissime, il faudrait faire appel aux adultes qui seront en habilité de pouvoir gérer cette situation. Et si c'est un problème qui est quasiment infime, ça c'est des trucs qui se gèrent facilement au sein de la maison. D'accord. Au niveau de la démarche, Charlène, c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de la communication, mais comment s'y prendre, sachant que papa est déjà fâché, maman est déjà fâchée, comment justement briser la glace pour installer ce principe de communication? Est-ce qu'on étudie les comportements des deux, on se dit, ok, papa, visiblement il est plus favorable à une discussion que maman. Comment tu procèdes en général, ou bien comment tu pourrais procéder? Bon, déjà, je vais revenir sur l'intervention de Adolphe. D'accord. Si un conflit s'installe, le moment où il y a eu tromperie, c'est-à-dire ton père, il a trompé ta mère, hein? Oui, c'est un cas de figure, voilà. ça existe. Tu prendras parti pour qui en fait? Pour ton père ou pour ta mère? Non, mais est-ce qu'il faudrait prendre parti d'abord? Non, en fait, je me dis, si ton père, il bat ta mère par exemple, il trompe ta mère, ne me dis pas que tu vas essayer de comprendre
ton père. Oui, bon, c'est vrai qu'en général, les enfants ont tendance à prendre parti. Voilà. On va peut-être laisser Adolphe rebondir sur la question. Comment tu vas vouloir défendre ta mère? Très bien. Et c'est dans ce cas de figure que je me dis, que je dis que dans la plupart des cas, les conflits dans la famille viennent souvent du père en fait. Ouais, que soit il y a un peu cet aspect de violence ou encore souvent les hommes sont l'origine des conflits. C'est souvent, hein, pas tout le temps. Souvent, pas tout le temps. D'accord, ok. C'est ce que Aminata disait tout à l'heure, que les parents sont des adultes. Et je pense que quand il y a un cas de tromperie, comme tu l'as évoqué, je pense que c'est pas aux enfants de se mêler. Les enfants, ils peuvent se mêler quand il y a peut-être des mauvaises paroles qui s'échangent. Ou même quand ça va à l'extrême. On parlait tout à l'heure de violence. De violence. Effectivement, là, l'enfant, évidemment, il peut se mettre dans sa posture d'enfant et quand même essayer de jouer un rôle de médiation. Mais au niveau de tromperie, ça, c'est des choses qui sont purement adultes, qui concernent papa et maman. Et je pense que l'enfant ne doit pas mettre la main. Dans cette situation, quand l'atmosphère devient morose à la maison, il faudrait faire appel aux adultes, une tante, un oncle, la grand-mère ou le grand-père, qui eux pourront jouer le cordon ombilical entre vos parents et les enfants afin de pouvoir plus ou moins atténuer la situation. Évidemment, l'enfant ne doit pas se taire, comme disait Lloyd, nous sommes de la jeune génération et je pense que quand il y a des conflits à la maison, on est à même de pouvoir donner nos avis, mais nos avis sous réserve pour ne pas frustrer l'un ou l'autre. Exactement, c'est ça, faire la part de choses. Oui, Lloyd. Justement, pour rebondir sur ce que Adolphe disait, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que aujourd'hui, par exemple, les parents ne savent pas l'impact que ça qu'ont les conflits, parce que les enfants ne parlent pas assez. C'est vrai. Donc, on extériorise en général. Voilà. Donc ça veut dire que si vous ne parlez pas, par exemple, comme il disait, vous pouvez aller voir des oncles, vous pouvez aller voir des tantes, ok, ça se fait. Mais donc ça veut dire que ici, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que les enfants ont un rôle majeur. Donc pas la rébellion, mais la cohésion doit repasser par eux, par exemple. C'est vrai, ce sont des éléments déclencheurs. Voilà, ce sont des éléments déclencheurs. Donc ça veut dire que si nous-mêmes, les enfants, nous ne faisons rien, ne nous attendons pas au changement, en fait. Donc après, tous les parents ne raisonnent pas de la même façon. Tous les parents ne raisonnent pas de la même façon. Donc ça dépendra maintenant du comportement des parents, parce que certainement, il y aura aussi des parents, si par exemple vous partez voir un de ses frères pour régler le conflit, pour expliquer ce qui se passe à la maison, il ne va peut-être pas le prendre du bon œil. Donc il va peut-être pas voir ça alors que ça partait d'une bonne intention. Donc c'est en ce sens où je dis que ça dépend aussi maintenant des comportements des parents. Oui, parce qu'après on peut avoir une interprétation très différente de l'intention de départ. Comme tu l'as souligné. Aminata, tout à l'heure dans ton argumentaire, tu parlais effectivement du fait que vous les enfants, vous avez, si jamais la situation se présente, vous pouvez vous concerter, c'est-à-dire vous parler entre vous pour voir comment résoudre la situation. Mais je veux dire, quand vous vous parlez entre vous, qu'est-ce que vous vous dites? Et est-ce qu'à la fin vous désignez le plus grand ou bien la personne la plus à l'aise à l'idée d'aller rencontrer les parents pour en parler? C'est vrai que tout à l'heure tu parlais de tradition, du respect de la tradition et des aînés, mais je veux dire quand vous vous concertez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes appelé à changer de comportement? Qu'est-ce que vous vous dites autour de cette table quand vous rencontrez vous les enfants? Bon. Quand on se concerte, on va voir comment on va faire pour que les parents, pour les réconcilier sans pour autant frustrer et avoir des parties pris. Sans pour autant qu'ils nous grondent de se mêler de la chose des grandes personnes. On va essayer de trouver quelqu'un qui est adapté, un aîné, qu'il respecte beaucoup et que ça ne va pas amener de problème. Ça ne va pas augmenter le problème. D'accord. On va essayer de trouver des solutions. Et parfois aussi. Quelles sont en général des propositions que vous faites? C'est-à-dire que est-ce que vous vous dites par exemple on va faire le dîner un peu plus tôt pour donner un moment, et déjà laisser maman un petit peu se reposer? Est-ce qu'on va acheter des petits cadeaux à papa ou à maman ou deux? Est-ce qu'on va par exemple organiser une sortie pour que papa et maman aillent manger au restaurant? Comment vous arrivez vous à proposer des solutions qui peuvent faciliter justement la réconciliation? Est-ce qu'il y a des idées comme ça qui fusent lors de cette petite table ronde? Parfois, pour le réconcilier, nous pouvons nous concerter, par exemple, appeler maman, retrouver papa. Après, on va commencer à discuter d'un sujet dont tout le monde va participer. Après, au final, ils peuvent parler. Ça va ramener l'ambiance. Ça va ramener l'ambiance dans la maison. Ouais. Ils oublient le conflit en fait en général. Autour d'un bol de mil, c'est clair qu'avec du lait, on oublie le conflit. Il faut regarder la base des problèmes. Parce que parfois, quand le père trompe, c'est parce que la maman ne s'occupe pas de lui.
avant l'acte du père, il faut regarder des excuses à la tromperie de papa. Parfois, les mamans ne s'occupent pas de papa. Oui, mais ça c'est beaucoup plus interne. Après, c'est comme l'autre disait Adolphe, c'est qu'on ne va pas trouver des excuses pour justifier autre chose. Mais évidemment que ça peut se comprendre. Mais après, le but, c'est pas de trouver des justifications pour comprendre la tromperie. Chez nous, au Sénégal, il y a la polygamie. Le père, il a le droit d'avoir d'autres femmes. Donc, avant d'épouser quelqu'un d'autre, il y a une phase avant. D'accord. Ça aussi, la maman, si elle était d'accord au début de la polygamie, donc elle n'a pas à se fâcher contre les tromperies. D'accord, oui, mais ça c'est un fait. Encore une fois, on ne justifie pas, on n'est pas là pour faire la promotion de la tromperie, mais je comprends où tu veux en venir, effectivement, ma chère Aminata, mais le plus important, c'est de trouver des moyens, des outils pour résoudre le problème. Et d'ailleurs, ce que vous avez proposé, c'est super intéressant, parce que comme on dit au Sénégal, en Afrique de façon générale, c'est qu'on mange avec la même et on donne avec le cœur. Et je trouve que le fait qu'on se retrouve autour d'un bol de mil ou bien de tchèp, ou encore, ça dépend, de feuilles de manioc pour l'Afrique centrale, on oublie facilement le conflit. Est-ce que, Lloyd, est-ce que la résolution du conflit peut aussi passer par des petits moments comme ça de retrouvailles, organiser des événements, programmer des petites sorties, en tout cas d'essayer de ramener un petit peu l'ambiance pour faire oublier le problème au sein de la famille. Mais est-ce que ça marche réellement? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on a un conflit parental, on n'oublie pas le problème, on le délocalise simplement et puis demain on revient encore sur le même problème. Voilà. Justement, comme vous avez dit, comme tu viens de le dire, Régis, le conflit, on ne va pas le régler totalement. On va le mettre de côté et puis le lendemain ça va reprendre. Donc, il suffit que papa ait oublié de souhaiter l'anniversaire à maman. Ça repart dans tous les sens. Donc, oui, le conflit peut se régler totalement, mais pour cela, ça passe par la compréhension totale des parents. Donc, ça veut dire c'est par le pardon aussi, d'un côté, parce que ici au Sénégal, les parents sont plutôt religieux, un peu plus que chez nous par exemple. En Afrique centrale. Voilà, un peu plus qu'en Afrique centrale. Donc ça peut aussi passer par là par exemple. Ça peut passer par là, ça peut passer par... pour les chrétiens, ça peut passer par un dimanche à l'église, par exemple, quand le pasteur parle de pardon. Donc les parents vont sûrement se reconnaître et tout. Et je pense que ça peut faire l'affaire. Bon, il y a bien d'autres solutions aussi. Et pas les cadeaux. Charlène, toi, je te vois bien offrir le cadeau à maman au cas où elle est un petit peu... Est-ce que ça aussi, ça peut ramener... Mais est-ce qu'en le faisant, quelque part, on n'est pas en train de prendre un parti Justement. Donc, mieux, on n'offre pas des cadeaux. Voilà, pas de cadeaux. Charlène, tu es d'accord avec le procédé ou bien... Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Comment on a oublié ce point, le point religieux en fait. On peut aussi aller vers quelqu'un de l'église, c'est-à-dire un pasteur ou un prêtre. Ou un imam, de façon générale, ou quelqu'un... pour essayer de parler du conflit. Et il va essayer d'appeler les parents, parler avec eux. Ça peut aussi régler les conflits en fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, Charlène, je reste avec toi. Alors, c'est vrai que tu n'as pas vécu une situation similaire, c'est-à-dire de voir un petit peu des petits conflits au niveau de la famille. Mais est-ce que tu as des amis qui ont vécu une situation pareille, par exemple, ou qui avaient du mal à gérer cette situation au sein de la famille? Oui, j'ai des amis qui ont vécu cette situation. J'ai hébergé plusieurs de mes amis qui ont vécu des conflits au sein de leur famille, mais dont je vais taire le nom. Naturellement. Donc, mais comment tu gérais ça? Je veux dire, est-ce que tu jouais aussi le rôle un peu de la psychologue, celle qui comprenait, qui parlait, qui donnait un peu des directions? Comment ça se passait? Est-ce que ces personnes arrivaient facilement à s'ouvrir à toi? Oui, facilement, mes amis s'ouvraient à moi. Déjà, en fait, j'ai une amie, ma meilleure amie d'enfance, elle a toujours vécu ce genre de situation en fait. Donc la plupart du temps, elle était souvent chez moi. Parce que sa mère faisait certaines choses jusqu'à la mettre dehors. Donc c'est moi qui l'hébergeais de temps en temps. Donc, c'était un rôle pas difficile, enfin pas facile à faire. C'était un peu difficile parce qu'il faut aussi parler avec les parents. Du côté de ma mère, ça allait parce que ma mère, elle comprend. Mais du côté de mon père... C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais il essayait de comprendre. Évidemment, c'est le rôle de père aussi, de papa, de pouvoir avoir cet état de compréhension. Adolphe, alors il y a un point, c'est vrai que tout à l'heure on a parlé, Aminata l'a souligné aussi, Lloyd aussi l'a souligné dans son argumentaire, on parlait un petit peu de principe, on parle de tradition. Est-ce que c'est une question d'éducation aussi, ou bien simplement de mode de vie? Parce qu'en Occident, par exemple, on a l'impression que lorsqu'il y a un petit souci, tout le monde se retrouve autour de la table, on essaie d'apporter des éléments de réponse, on essaie de régler
régler le conflit. Mais ici, on a l'impression, en Afrique de façon générale, que en fait, les conflits, comme vous l'avez souligné, ne regardent pas les enfants. Or, les enfants sont les premières cibles, les premiers touchés, ce sont eux, en général. Est-ce que la méthode occidentale, on peut la calquer et l'installer sur le continent? Oui, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, que tout parle de l'éducation. Et évidemment, on peut calquer le modèle occidental et l'adapter aux réalités africaines. Mais vous savez, il y a dans les familles, il y a des familles où l'éducation est vraiment le maître des mots en fait. Et vous pouvez voir, il est très difficile souvent d'observer des disputes entre papa et maman. Généralement, ça se fait à la chambre pour éviter de heurter les enfants et tout. Moi, pour ma petite expérience, moi j'ai vécu avec ma grande soeur, mariée avec son marié. Et pour moi, j'ai vu, de toutes les années qu'on est restés ensemble, j'ai vu une seule fois où ils sont chahutés en présence de leurs enfants et devant moi. Donc moi, c'est des trucs, je me dis que ouais, l'éducation, ça joue un rôle fondamental. Elle a évoqué la question religieuse. Quand ça ne va pas, aller voir le prêtre, l'imam, etc. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important aussi. Mais est-ce que quand vous allez faire ça, est-ce que vos parents vont le voir sous un bon angle? Est-ce que c'est pas une manière de pouvoir exposer? Oui, parce que même au-delà de ça, ce qu'en Afrique aussi, on a une tradition. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, en général, on vous demande d'abord d'aller voir, comme elle l'a souligné, Aminata l'a souligné, des aînés, c'est-à-dire le chef du village, au cas où vous êtes dans un village. En fait, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie à respecter avant d'arriver à la résolution du problème. Mais là, il l'a encore souligné, nous sommes dans un monde qui bouge aujourd'hui, en 2023, on est au 21e siècle, ce qui fait que les choses changent un petit peu. Et du coup, il y en a qui vont consulter des thérapeutes pour le couple, des psychologues aussi, il y en a qui vont vraiment aller consulter. Et moi, je voulais justement en venir là-dessus, Aminata, je te donne le temps de répondre vite fait sur la question. Quel pourrait être le rôle? Est-ce que vous avez déjà été tenté d'aller voir un psychologue ou bien un thérapeute pour vous aider à mieux gérer la situation au conflit à la maison? Non. En Afrique, en général, les gens n'ont pas l'habitude d'aller pour voir des psychologues. Ouais. Enfin, d'aller consulter tout simplement des spécialistes. Alors que ces gens-là, ils sont dotés d'expérience. Ils peuvent vous aider à résoudre vos problèmes. Genre, chacun va venir, il va dire... il y a des recommandations, voilà. Sincèrement, parce que eux, ils sont dans le secret médical. Ouais. Ils ne vont rien dire à l'autre. Si tu veux, ton partenaire ne va pas savoir. Mais tu vas dire ton problème. Après, il va avoir la base des choses. Ils peuvent vous aider à vous réconcilier. D'accord. Et c'est vrai que l'impact est considérable. Adolphe, l'impact de ces spécialistes aujourd'hui. Malheureusement, sur le continent, comme elle l'a souligné, on n'est pas, en tout cas, très disposé. C'est rare de voir papa, maman aller consulter un spécialiste pour régler un problème qu'il estime lui-même pouvoir régler dans son foyer, Adolphe. Ouais, c'est très difficile. Ce que je disais tout à l'heure, comme vous aviez évoqué, d'adapter la réalité, enfin d'adapter le concept occidental aux Africains, mais je pense qu'on peut imiter, mais l'adapter à nos propres réalités. Mais je pense qu'on ne peut pas aller voir un psy parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise compréhension peut-être de la maman ou du papa. Non, moi je pense que c'est comme il dit tout à l'heure. Bon, le psy c'est un peu trop thérapeute de couple peut-être. Voilà. Ouais. Mais je pense que il faut déjà dimensionner la gravité du problème au sein de la maison. D'accord. Si le problème il est d'autant plus grand, à ce moment on peut se retourner vers des thérapeutes, des psychologues, ou même appeler des personnes qui sont externes à la famille. Voilà, je pense aux tantes. Bon, quand je dis externe, c'est externe à la maison. Mais faire appel aux tantes, aux oncles, aux grands-pères, grand-mères pour pouvoir gérer la situation. Mais encore une fois, si le problème il est minime, si ça se gère facilement, entre papa et maman, ça c'est dispute aujourd'hui et puis demain ça c'est règle vite fait. Après voilà, mais si c'est plus grand, évidemment ça va nécessiter d'intervention un peu plus grande. Tout à l'heure vous avez évoqué la hiérarchie, chef du village et tout, vous savez. Tout à l'heure, Charlène évoquait la question de tromperie et tout. Oui, avant, quand le monsieur il trompait son épouse, mais évidemment, quand c'était dans les anciennes coutumes du village, etc., mais ça faisait l'objet d'un grand bruit jusqu'à ce que ça allait voir les chefs du village et tout. Oui, on se retrouvait sous l'arbre à l'arbre, comme on disait. Parce que on supposait que on suppose toujours que voilà, le problème de tromperie est d'autant toujours plus grave, parce que ça
c'est souvent à l'origine de beaucoup de divorces et ça cause beaucoup d'instabilité au sein des enfants et même et tout. Donc je pense que si le problème il est grave en ce moment, on se tourne vers des personnes qui sont compétentes, mais si le problème il est infime en ce moment, les enfants peuvent jouer le rôle de la médiation et de la réconciliation. Effectivement, et c'est un grand rôle aujourd'hui. Est-ce que Charlène, au vu de ce que tu regardes, est-ce que tes observations aussi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, on est dans la génération Z, en général la génération Z c'est la génération zapping, on a tendance à zapper et passer à autre chose, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui cette génération Z que nous représentons ici sur ce plateau Génération News a assez des épaules solides, enfin des épaules solides pour justement jouer ce rôle de médiation, de médiateur? Non, je ne pense pas. D'accord. Bon, déjà, je me dis, c'est une grande responsabilité de faire asseoir son père ou sa mère. Et je ne pense pas que nous tous, que tout le monde puisse avoir cette responsabilité, en fait. D'accord. Prendre l'engagement de faire asseoir son père pour pouvoir parler avec lui ou sa mère. Donc, je dirais peut-être certains peuvent le faire et d'autres pas. D'accord. Donc, c'est une question, comme on l'a dit, vous l'avez souligné, hein, c'est vraiment une question de volonté d'abord, mais parce qu'il y a déjà le respect de papa et de maman, évidemment, qui peuvent... C'est aussi des familles, en fait. Si tu es issu d'une famille très stricte, en fait, où il n'y a pas assez de communication, je ne pense pas que tu auras l'audace d'aller parler à ton père. Évidemment, parce que ça va être très compliqué après derrière. Si tu as une certaine complicité avec ton père ou avec ta mère, je pense que tu peux aller vers lui et dire « Papa, j'ai à te parler. Voilà ce que tu as eu à faire, ne m'a pas plu. » Et essayer de parler avec lui. Évidemment, les amis. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Nous allons à présent parler un petit peu de la vie à l'étranger. Adolphe, c'est le cas pour toi puisque tu poursuis tes études à l'étranger, en l'occurrence au Sénégal. Est-ce que vivre à l'étranger, c'est un luxe ou bien, effectivement, pour nous accrocher à nos thématiques, c'est une succession de réflexions? Je prendrais plutôt la deuxième option, succession de réflexions. Parce que si certains peuvent dire que c'est un luxe, mais pour d'autres, comme nous autres qui sommes ici à l'étranger, c'est une vraie succession de réflexions. Parce que ça te forge, ça te rend, si tu étais bébé à la maison, ça te rend vraiment aguerri. Et pour ma propre expérience, et si j'avais à refaire ce choix-là 1000 fois, je le referais parce que je pense que ça m'a beaucoup changé. Ouais, ça fait grandir, le principe de responsabilité. Voilà, ça fait davantage grandir, tu apprends à être plus ou moins responsable, tu te gères toi-même, tu gères beaucoup d'activités que tu ne gérais quand tu étais avec tes parents. Donc dire que pour moi c'est un luxe, bon, je ne dirais pas que c'est un luxe, mais je dirais plutôt que c'est une grâce d'étudier à l'étranger parce que d'autres n'ont pas cette possibilité-là. Mais après, cette grâce s'accompagne effectivement de succession de réflexions parce que la tâche n'est pas facile, elle est colossale plutôt. Évidemment, Lloyd, la tâche n'est pas facile. Est-ce que toi également, tu nages dans le même sens que Adolphe ou bien à contresens? Parce que pour beaucoup de jeunes, c'est l'impression qu'on a, parce qu'à partir du moment où on quitte son pays d'origine et qu'en fait on va à l'étranger, on a l'impression que c'est bon. On n'est plus sous le contrôle sous la tutelle de papa, maman, on a cette liberté, on a l'impression qu'on peut se permettre beaucoup de choses, d'où le luxe, c'est-à-dire on achète des trucs qui au finish ne nous servent pas à grand chose. Est-ce que effectivement, à l'image de Adolphe, est-ce qu'à l'étranger ça t'a appris le respect, la responsabilité, mais surtout cette capacité à se gérer tout seul? Bon, déjà je pense qu'Adolphe il a clairement bien résumé ça, donc je suis totalement d'accord avec lui. Mais j'essaierai d'aller un peu plus loin. D'accord. Donc dès l'instant où tu quittes déjà de ton pays pour aller dans un autre pays, bon là maintenant c'est selon, mais je pense qu'il y a une certaine forme de luxe dans rien que de se déplacer, d'aller dans un autre pays par exemple. Ouais. Parce qu'évidemment quand tu rentres, peut-être t'es Gabonais d'origine, quand tu rentres au Gabon, évidemment, on te voit un petit peu comme, voilà. tu n'as plus le même statut que... Voilà, justement. Donc voilà pourquoi je disais qu'à ce niveau c'est un luxe. Bon, tu as parlé de grâce. Ça peut se dire, oui, ça peut s'entendre, mais c'est aussi un luxe en fait d'aller à l'étranger. Bon, maintenant là, le luxe s'accompagne de quoi? De succession de réflexion. Ouais. Donc, tu apprends à vivre seul, à gérer seul. Par exemple, il y en a qui n'ont jamais quitté le nid familial. Ouais. Donc, quand tu sors, c'est vraiment une nouvelle aventure. Donc là, maintenant, il y a toutes les solutions qui s'offrent à toi. Soit tu peux continuer dans la bonne voie tout en gardant les bonnes
les bonnes valeurs qu'on t'a inculquées. Et par exemple, il y a d'autres qui font, bon, on va parler un peu plus loin, mais il y en a qui ne le font peut-être pas. Ouais, qui sont beaucoup plus dans le divertissement. Voilà, qui sont beaucoup plus dans le divertissement. La fête du lundi au vendredi, prescription du docteur, l'autre docteur évidemment, docteur des soirées. Charlène, moi je veux savoir comment du coup effectivement cette succession de réflexions se manifeste chez toi, puisque tu vis également et tu vis à l'étranger. Comment ça se manifeste, la succession de réflexions? Et à quel moment précisément? Déjà sur les finances. D'accord. Sur les finances, tu apprends à gérer ton argent. On t'envoie l'argent à la fin du mois. Tu vas récupérer l'argent, c'est à toi de décider des priorités. Donc... Toi, tu manifestes dans ce sens-là, cette responsabilité-là. Et à l'image de ce que Lloyd et Adolphe viennent de dire, est-ce que c'est un luxe pour toi ou bien non? C'est vraiment un luxe apparent? Bon, moi je dirais que c'est un luxe. D'accord. C'est un luxe dans le cadre où venir à l'étranger devient difficile. La vie à l'étranger devient immensement chère, surtout dans un pays comme le Sénégal. Le Sénégal est actuellement le pays le plus cher d'Afrique. Ouais, selon une étude qui a été faite. Ouais. Vivre ici devient un luxe. Effectivement. Tu as une chambre sans douche, 70 000. Tu as une chambre avec douche à partir de 80 000. Donc, vivre à l'étranger devient un luxe. Et c'est aussi une succession de réflexions. Donc, les deux vont ensemble, en fait. Les deux vont ensemble. Et Aminata, bon, évidemment, tu es appelée à vivre à l'étranger, parce que pour le moment tu es chez toi. Je veux dire, mais est-ce que de ce que tu t'observes au loin, parce que tu côtoies beaucoup d'étrangers également, est-ce que tu comprends un petit peu leur mode de vie? C'est vrai que c'est pas quelque chose qui te concerne directement, parce que tu es appelé à vivre à l'étranger. Comment toi, tu arrives à anticiper cette vie à l'étranger, justement? Est-ce que tu te prépares mentalement à devoir gérer des situations difficiles toute seule? Comment tu te prépares à vivre, évidemment, loin des parents? Par contre, contrairement à vous, moi je n'ai jamais quitté mon lit familial. Ouais, mais ça va venir, oui, ça viendra, Aminata. J'ai pas à étudier à l'étranger, j'ai toujours vécu dans mon pays. Mais j'ai beaucoup d'amis qui viennent de l'étranger et je les observe, je sais ce qu'ils vivent. Je peux dire que c'est à la fois un atout et un handicap. D'accord. Parce que l'atout c'est que tu as l'opportunité de découvrir la culture de l'autre et tu peux devenir bilingue. Tu as beaucoup d'opportunités. Mais le handicap, on peut dire que financièrement, c'est pas bien quoi. Et l'adaptation aussi. Tu as du mal à t'adapter. Il faut que tu dures pour mieux comprendre. Les cultures, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et c'est vrai, c'est pertinent ce qu'elle vient de dire. Hein. Adolphe a tout et des avantages, le fait de vivre à l'étranger. Mais est-ce que quelque part, ça ne dépend pas de nous? Quand je dis nous, c'est l'étudiant, la personne qui décide d'aller vivre à l'étranger. Elle a parlé tout à l'heure de devoir aller à la connaissance, au contact d'une autre culture. Au Sénégal, vous arrivez, il y a le Wolof. Il faut justement aller, parce que ça crée tout de suite en fait une barrière linguistique, parce qu'on a du mal à communiquer avec nos frères, avec nos frères et sœurs du Sénégal en l'occurrence. Mais est-ce que quelque part ce n'est pas à l'élève, à l'étudiant de faire des efforts? On parle tout à l'heure par exemple elle a parlé d'avantages. Vous arrivez dans un pays comme le Sénégal et puis voilà, vous êtes étranger, vous êtes gabonais, togolais, marocain, guinéen et tout le reste. Est-ce que c'est pas à vous de vous dire, je ne veux pas me contenter de l'argent que papa envoie ou bien que maman envoie, je vais moi me débrouiller pour justement créer ce luxe? Est-ce que c'est pas à l'étudiant de créer le luxe pour ne pas justement épuiser financièrement les parents, Adolphe? Effectivement, c'est à l'étudiant de créer son luxe pour plus ou moins atténuer les finances des parents. Et après, il faut regarder le contexte sur lequel tu évolues. Charlène évoquait un peu la cherté de la vie ici au Sénégal. En Afrique, de façon générale. Oui, de manière générale, la cherté de la vie. Et du coup, se chercher, trouver un petit boulot, évidemment, ça permettra de pouvoir atténuer les finances. Mais j'aimerais bien rebondir par rapport à ce que disait Ami tout à l'heure, sur l'atout et le handicap. Évidemment, quand on quitte son pays pour venir étudier ailleurs,
c'est plus qu'un atout parce qu'on a déjà plus ou moins une perspective, une vision plus élargie comparée à mon frère ou à ma soeur qui est resté au pays. Ouais. Et donc, ce qui fait que... C'est vrai en plus, hein, on oublie souvent ça, mais la preuve, quand on rentre chez nous, on a une vision très différente. Très différente, oui. On voit tout de suite les opportunités parce qu'on voit un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays et on arrive facilement à les identifier. Effectivement, donc quand vous rentrez au pays, automatiquement vous faites une comparaison dans le temps, dans l'espace, comment ça se passe chez les autres et comment ça se passe chez vous. Donc ça c'est déjà aussi un atout que celui ou celle qui est resté au pays n'a pas pu avoir. Après, comme toute bonne chose, il y a forcément une mauvaise. Il y a l'handicap qui est également là aussi. Le fait que tu sois seul, loin de la famille, des fois tu rentres exténué des cours, tu dois préparer ta propre bouffe. Bon, après ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la formation. De mon côté, moi je prends toutes ces choses-là de manière positive parce que je me dis, quand on a des grands objectifs dans la vie, il faut savoir souffrir, se sacrifier et tirer des bonnes leçons pour que demain, quand tu rentres chez toi, tu es un homme aguerri et tu auras plus ou moins une expérience plus élargie de la vie. C'est souffrir, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est le mot-clé en fait, Charlène, souffrir. Mais tout en partant du principe que cette souffrance, c'est une leçon de vie. Est-ce que également tu passes par là, par ces moments un petit peu, par ces souffrances-là, papa et maman te regardent, hein, c'est l'occasion de dire un petit peu, évidemment de poser le problème, Charlène. Mais je veux dire, est-ce que tu passes par le même processus qu'Adolphe Bon, pas forcément. Déjà chez moi, j'avais des responsabilités. D'accord. Donc, je m'occupais de mes neveux, surtout pendant la période des vacances. Donc, pour moi, il y a certaines choses qui ne sont pas nouvelles. Okay. Mais comme j'ai dit sur la gestion, c'est ce qui est nouveau pour moi en fait. Le fait de gérer mon argent moi-même, de décider... Et comment tu y arrives à gérer cet argent? Est-ce qu'on a une liste dressée par Charlène, la liste du mois? Comment ça se passe? Je vois Lloyd en train de rigoler, il nous dira pourquoi. Mais est-ce que cette liste existe, Charlène? Bon, pas une liste, mais dans ma tête, j'ai déjà les courses que je dois faire, j'ai des priorités. Je sais que je dois acheter ça. Bon, il y a des choses qui sont prioritaires en fait. Ouais. En tant qu'étudiant, tu ne vas pas te permettre de vivre comme si tu étais dans ton pays ou comme si tu étais riche en fait. Ouais. Donc, il y a des aliments que tu te permets d'acheter pour pouvoir économiser. Il y a des jours où tu décides de préparer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne mange plus avec la qualité mais avec la quantité? Effectivement. D'accord. Il y a des moments où tu peux manger avec la qualité, il y a des moments où tu peux manger avec la quantité. Par exemple, moi, je fais mon marché du mois. Ok. Au lieu de faire le marché en détail, je fais mon marché pour tout le mois. J'achète les bouteilles d'huile, le riz, poulet. Toi, tu achètes tout en gros voilà. Au lieu d'acheter en détail. Voilà. D'accord. Et voilà pourquoi il riait. Parce que quand il vient à la maison, il dit c'est mon marché du mois. Ne touche pas. D'accord. Donc. Mais est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est les hommes, les jeunes garçons ont aussi cette aisance à gérer facilement leur butin, leurs sous, ou bien c'est vraiment une qualité qui est propre aux femmes, mon cher Lloyd? Est-ce que toi, tu y arrives déjà? Bon, c'est un peu compliqué. D'accord. Pourquoi? Moi, je suis curieux. C'est compliqué, pourquoi? C'est un peu compliqué parce que nous, les hommes, par exemple, on a souvent d'autres loisirs aussi. À part, bon, voilà. Donc, par exemple, nous, on aime le football. Je vais parler plus précisément de moi. Ouais, de ton cas. J'aime le football et puis on aime faire des cotisations pour aller jouer sur des terrains synthétiques et tout. Ouais, qu'il faut louer, que vous louez. Voilà, qu'on loue. D'accord. Mais donc, mais au-delà de ça, non, je rigole un peu. Au-delà de ça, les hommes arrivent aussi à gérer leur argent parce que tout dépend déjà de l'éducation que vous donnent vos parents. Donc, par exemple, moi, j'ai appris à gérer les sous très tôt. Donc, ce qui fait que j'arrive à m'en sortir ici, j'arrive à faire un marché en gros pour tenir tout le mois, comme elle disait, parce que je pense que c'est la meilleure des choses, au lieu de manger le jour, parce que ce sera un peu plus compliqué de manger le jour ici. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'évidemment, les jeunes garçons ont souvent un peu cette facilité à devoir, Adolphe, aller dans des fast-food. Par exemple, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup chez des jeunes. Dès qu'on a un petit peu des sous, allez, on se permet, on va un peu se gaver. Et du coup, la gestion devient un petit peu difficile du coup. Oui, effectivement. Bon, effectivement. Tu te reconnais dans ça déjà? Non, du tout. Bon, d'accord. Non, du tout. Juste que souvent, quand c'est la fin du mois, le 5, le 6 ou 7, tu peux te permettre facilement des petits besoins que comparé à le 15 ou le 20. Oui. Bon, ce qui me concerne, là, évoquer l'éducation. C'est là où la réflexion joue, du coup, en fait. Donc, en fonction des périodes, on évalue un petit peu. D'accord. En fonction des sous, on évalue les priorités en fonction de la période aussi. Parce que donc, au début du mois, on peut se permettre certaines choses.
certaines choses qu'on ne peut pas se permettre entre le 15 ou le 20 ou le 25 à faire. Donc, oui, parce que là, déjà, il faut gérer. On est au milieu du mois, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que, comme a évoqué l'éducation, ça joue vraiment une grande chose. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, un enfant qui vit avec ses parents ne peut pas se vanter de dire que je suis bien éduqué. C'est quand tu vas sortir, tu vas aller vivre à des milliers de kilomètres de tes parents, que tu pourras te dire que vraiment j'ai reçu une bonne éducation de mes parents. Et en ce qui concerne la gestion de mon côté, moi, avant de faire du droit, j'ai fait de l'économie au lycée. Donc plus ou moins la gestion, ça me connaît. Je ne me jette pas des fleurs, mais ça me connaît. Non, on peut le faire si tu veux. Ça, donc, j'ai étudié l'économie, je sais comment ça se passe, comment il faut gérer quand tu as des milliers de kilomètres des parents, comment tu dois gérer tes revenus. Et j'ai également bien aimé le point qu'a abordé Charlène également, pour dire que tu vis en fonction de ce que tu as. Tu ne peux pas te permettre de vivre au-dessus de tes moyens. Sachant que tu es à l'étranger. Voilà, sinon tu vas te faire vraiment asphyxier. Donc je pense que il faut prendre autant de paramètres en compte quand on vit à l'étranger, ses revenus, ce qu'on veut et ce qu'on est venu chercher ici. Dès que tu quittes déjà tes parents, tu ne peux plus avoir la même capacité de vie que tu avais. Si tu mangeais, moi je me souviens, mon papa, il s'était amusé à me dire quand je voyageais, si tu mangeais 5 poulets chez toi, tu vas manger 2 poulets à l'étranger. Ouais, et ça, c'est tout à fait une réalité. Mais je me souviens, moi c'est mon grand frère qui me l'avait sorti quand je venais, quand je quittais le Gabon. Il m'avait dit, quand on est pauvre, on ne fait pas des omelettes avec 5 œufs. Donc tu te limites à en faire avec 3. 5, ça veut dire que tu vas finir la palette au bout d'une semaine. Voilà, donc c'est la gestion, effectivement. Effectivement, sa gestion. Donc c'est autant de paramètres à prendre en compte. Mais dès que tu arrives à bien gérer, tu peux facilement tirer ton épingle du jeu et accomplir la mission dont tu es arrivé à faire ici. Et justement, Aminata, moi je reviens sur la question parce qu'effectivement, tu l'as souligné sur ce plateau que tu n'as jamais eu t'as jamais quitté la maison, t'as jamais quitté le cocon, le cercle familial. Mais évidemment, il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, tu es en master, demain tu peux faire un doctorat parce que tu as l'âge, tu as encore le temps pour ça, et qu'évidemment, tu peux être appelé à aller à l'étranger. Est-ce que, de façon globale, tu appréhendes déjà un petit peu le moment où tu vas quitter papa, maman, les frères et sœurs, le fait que tu vas te retrouver un petit peu seul? Et si oui, comment tu arrives à appréhender ça? Comment tu arrives à plutôt gérer le fait que dans quelques années, tu es appelé à quitter ton pays, la famille? Moi, mes parents m'ont responsabilisé à bas âge. D'accord. Il y a eu un moment où mon père et ma mère sont partis en voyage en même temps. D'accord. Donc c'est moi qui gérais la maison, mes petits frères. Ils m'avaient donné l'argent, c'est moi qui faisais les dépenses, comme si j'étais... je jouais le rôle du parent. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, donc je suis responsable et j'ai l'habitude. Je ne pense pas que j'aurai ce genre de problème-là. Au niveau de la gestion, non, toi ça va, il n'y aura pas de problème. Oui. D'accord. Charlène, je t'ai senti un petit peu par rapport à la question. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû appréhender le fait que tu dois devoir quitter chez toi? Est-ce que ça t'a fait peur à l'idée de te retrouver seul et de devoir découvrir des qualités que tu ignorais? C'est vrai que très jeune, à l'image de Aminata, on t'a responsabilisé, mais ça c'est autre chose. Se responsabiliser quand on est à côté de papa, on se dit c'est pas grave, ou maman, on se dit bon, ça va, si je fais une gaffe, maman peut me reprendre derrière, mais là on est seul. Si je fais une gaffe, comment je gère ça? Est-ce que du coup, cette peur t'a habité à un moment donné? Bon, quand j'étais au pays, je ne me rendais pas compte de la lourde responsabilité que j'allais porter. Ouais. C'est en arrivant ici que je me suis rendu compte de la tâche que j'avais à accomplir. Et difficile. Et qu'elle était vraiment difficile. Ouais. Et par moments, j'ai dit à ma mère que non, moi je veux rentrer en fait. Je ne suis pas habituée à tout ça, je veux rentrer. Déjà, je me suis rendu compte que j'étais dans un pays étranger. Quand j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai écouté les enfants par là où on l'offre. J'ai dit, mais là... Retour à la réalité, en fait. Ouais, retour à la réalité. J'ai dit, mais en fait, c'était mon deuxième jour au Sénégal. J'ai dit, mais en fait, là, je ne suis plus chez moi. Ouais. Je ne suis plus chez moi. Donc, c'est un peu tout ça. Quand on est au pays, on ne se rend pas compte. On se dit, oui, je vais aller à l'étranger, je veux vivre seul, je vais être indépendant. Tu ne sais pas ce qui t'attend, en fait. Tu ne connais pas encore les réalités auxquelles tu vas devoir faire face. C'est en arrivant ici que tu vas devoir te responsabiliser, te dire que chez papa et maman, je pouvais faire ça et ici, je ne peux plus le faire en fait. Donc moi, je me dis que souvent, on ne se rend pas compte de cette réalité. C'est sur le terrain que tu prends, bon pour certains, c'est sur le terrain que tu te rends compte que là, je vais devoir me responsabiliser et
Et changer mes habitudes en fait. Exactement. Alors Lloyd, moi en préparant cette émission, évidemment j'ai changé un petit peu avec certaines personnes. Et il y a une personne qui me disait, je cite, je crois que c'est Dolan, une consoeur, journaliste, qui disait, effectivement, à l'image de tout le monde, on était animés, on était très heureux à l'idée de quitter le pays, de vivre seul, parce qu'on était, cette fois-ci, on n'avait pas un petit peu le coup de fil de maman qui t'appelle pour dire, oui, t'es où, tu rentres à quelle heure, sinon, évidemment, tu n'as plus accès à ta chambre et tout le reste. Donc, il y a cette forme de liberté, mais cette liberté est un petit peu trompeuse, parce qu'en fait, on pense être libre, mais au total, on ne l'est pas. Et même quand on pense l'être, on verse un petit peu dans une forme de gabégie, on dépense beaucoup d'argent. Elle disait une phrase qui m'a, moi, fait rire toute la nuit. Elle disait, je pense que je l'avais partagé un petit peu sur mon statut pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, où elle disait qu'en fait, on a toujours voulu être adulte et on se rend compte que plus tard, la vie d'adulte, c'est de débrancher le congélateur pour économiser le courant, ou bien c'est de devoir partager un sac de riz, de devoir diviser un sachet de riz pour... Et effectivement, c'est toutes ces réalités-là auxquelles, malheureusement, certains jeunes ne sont pas confrontés, que ne savent pas, ou ne savent pas tout court, comme l'a souligné Charlène. Est-ce que quelque part aussi, il faudrait donner une communication à la vie à l'étranger? Est-ce qu'il faut installer ça tout de suite? Est-ce qu'il faut préparer les jeunes à la vie à l'étranger? Oui, aujourd'hui, tu as sûrement des petits frères ou des petites sœurs. Est-ce que tu communiques avec eux pour dire, écoutez, à l'étranger, c'est bien, mais voici comment il faut se comporter? Oui, exactement. Je pense que déjà, la bonne gestion va partir de là. Donc, ce sera déjà informer les plus petits qui vont nous suivre à l'étranger. Ce sera déjà leur dire les réalités de l'étranger, parce que pour les plus petits qui sont encore au pays, eux, ils se disent que l'étranger, c'est juste un luxe. C'est ça. Donc, c'est juste, je vais voyager, je ne serai plus aux côtés de papa et maman, je serai seul, je vais me permettre de faire certaines choses que je ne pouvais pas faire chez moi. Mais si vous rentrez dans ce jeu-là, c'est vraiment un piège en fait. Comme vous avez dit, c'est vraiment trompeur. Donc, si vous arrivez ici, que vous n'avez aucune notion, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez très vite vous retrouver en difficulté. D'accord. Voilà. Je vais rajouter quelque chose, en fait. J'ai mon petit frère. D'habitude, il me dit, on t'envoie l'argent. Envoie-moi 10 000, envoie-moi 20 000. En fait, il s'appelle comment le petit frère? Samuel. Bon, Samuel, faut écouter la grande sœur Charlène. Moi, je dis, en fait, tu sais pas que l'argent qu'on m'envoie par moment, ça ne suffit pas à mes dépenses. Je dois essayer de gérer, en fait. Donc, pour eux, pour ceux qui sont au pays, se disent que le fait qu'on t'envoie de l'argent, qu'on te fasse des virements bancaires, que tu vis ta best life à l'étranger, en fait. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une succession de réflexions. Encore que pour les femmes, c'est encore un peu plus compliqué. On a l'impression qu'il faut rajouter encore le budget, parce qu'évidemment, il y a l'intime, ce qui tourne autour de l'intimité de la femme. Ça demande un budget aussi. On va pas les citer. Je pense que vous connaissez un peu, vous savez de quoi on veut parler. Et donc tout ça, évidemment, ça demande un budget encore un peu supplémentaire. Et effectivement, que lorsque tu reçois l'argent, les gens ne maîtrisent pas ça. Ils se disent, tant que Charlène poste des jolies photos d'elle sur le statut, sur WhatsApp, Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux de façon générale, ça veut dire qu'elle gère plutôt bien son argent et que ça va, c'est largement suffisant. C'est l'occasion aussi également de rappeler à papa que c'est pas suffisant. Et je pense qu'il le sait déjà, ou bien... Je dis souvent que c'est pas suffisant. Bon, et papa est en train de te regarder, je pense qu'il va réfléchir et voir comment trouver une autre solution par rapport à ça. Adolphe, Lloyd a abordé un point qui parlait effectivement de l'éducation, la communication, l'éducation de la vie à l'étranger. Ici, à l'étranger de façon générale, est-ce qu'il faudrait installer une politique d'accueil? C'est-à-dire, pour les nouveaux qui arrivent, par exemple, les anciens qui sont ici, qui sont déjà à l'étranger, doivent recevoir les nouveaux et ensuite briefer. Briefer sur les situations, le comportement à adopter, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui viennent dans un pays étranger et tout de suite, ils veulent encore avoir les mêmes comportements, les mêmes habitudes que dans leur pays d'origine, ce qui fait que parfois ça cause des incidents diplomatiques quand on voit des jeunes qui vont se bagarrer dans des endroits un peu publics et tout ça. C'est des comportements dans les pays, ça peut aller, mais quand on est à l'étranger, on soigne son comportement dans ce sens-là. Est-ce qu'il faudrait justement un comité d'accueil dans ce sens, mon cher Adolphe? Bon, je pense qu'un comité d'accueil, ça pourrait faciliter l'insertion des uns et des autres. L'adaptation, comme l'a souligné Aminata également. L'adaptation des uns et des autres à la nouvelle culture, au nouveau pays, au nouvel environnement. Mais vous savez, vous pouvez être préparé au nombre de fois que vous voulez.
mais le terrain s'accommode. Comprenez, quand vous arrivez à l'étranger, si seulement tu ne traverses pas une difficulté majeure et que tu restes toujours le même garçon que tu as été, avec la même éducation que tu as reçue de tes parents, tu dis seulement Dieu merci. Parce que le terrain s'accommode, il y a beaucoup d'influences négatives. Généralement, quand on arrive à l'étranger, on est, voilà, il y a des gens qui disaient, je pense qu'il y a un de mes professeurs qui disait quelque temps que quand on arrive à l'université, chacun vient tous ses horizons différents, mais c'est là qu'on se mélange et que voilà, on apprend à cohabiter ensemble. S'il y a des gens qui impactent négativement sur toi, ben, ça va être compliqué pour toi. Donc, s'il y a des foyers d'accueil, ça va être bien au début, ils vont être briefés plus ou moins, mais ce sera après toi-même de mettre ton éducation en exergue, ce que tu as reçu de tes parents. Vous pouvez être préparé. C'est comme quelqu'un qui va faire son baccalauréat, il va étudier toute l'année, mais là-bas, les examens, les épreuves, ça commande. Comprenez, quand tu arrives, tu peux passer. Parce que tu vas réviser 20 chapitres et quand tu arrives, parfois même le chapitre que tu as révisé n'est pas là. C'est pas ce qui arrive. Tu vois, si tu restes le même garçon, un peu comme moi, un peu comme Lloyd, je pense, et tu dis seulement Dieu merci que voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, quelqu'un qui vit avec ses parents ne peut pas se vanter d'avoir une bonne éducation, d'avoir une meilleure éducation. La meilleure éducation, ça se ressent, ça se voit. Lorsqu'on est confronté à des difficultés, lorsque tu vis loin de tes parents, c'est à ce moment que tu mets en exergue l'éducation que tu as reçue de tes parents. Est-ce que ça t'arrive parfois, Lloyd, de devoir décliner des propositions si ces propositions ne vont pas dans le sens d'améliorer ta condition de vie? C'est-à-dire, si tu estimes que tu as un budget, supposant de 200 francs qu'on t'envoie, et que tu te rends compte que dans tes 200 francs, tu dois devoir les gérer et qu'il y a des propositions d'amusement, de divertissement qui doivent te forcer, toi, à retirer 50 francs de tes 200. Comment tu arrives à gérer? Est-ce que tout de suite, tu déclines la proposition pour mieux gérer ou bien tu te dis, OK, je peux me permettre ça, mais en essayant de ne pas trop dépenser? Comment tu gères en général ces propositions? Voilà pourquoi, dès le départ, je parlais du sens des priorités. Donc, il faut avoir le sens des priorités, il faut savoir... Oui, mais ce sens de priorité n'exclut pas le divertissement. Exactement. Bon, parce que nous tous, nous avons besoin de nous divertir à un moment donné. C'est important. Mais pour se divertir, il faut savoir que bon, si je me divertis, au moins j'ai déjà mis de la nourriture, par exemple, à la maison. D'accord. J'ai réglé mes factures, j'ai réglé mon établissement. La maison. Voilà. Donc, avec ce qui reste, tu peux te permettre de te divertir, mais tout en gardant quand même quelque chose, parce que la maladie, par exemple, ne prévient pas. Une maladie serait vite arrivée, et si tu n'as plus rien, ce sera encore demandé aux parents. Donc ça veut dire que ici c'est vraiment le sens des priorités, mais ça nous arrive à tous de nous divertir. Nous en avons bien besoin. Déjà nous sommes à l'étranger. Des fois les cours sont un peu lourds pour nous tous. Donc tu peux te divertir de temps en temps. D'évacuer un petit peu le stress. Voilà, mais ça dépend de quelle façon aussi de se divertir. Par exemple moi, comme je vous disais, moi c'est le football. Donc tu vas pas te divertir dans quelque chose qui va te nuire. Exactement, à ta santé surtout. Voilà, qui va nuire à ta santé. En l'occurrence, je pense qu'on voit tous de quoi. On ne va pas les citer ici sur ce plateau, mais évidemment, c'est toujours bien d'avoir un divertissement qui arrange et qui ne dérange pas. On va dire ainsi. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un tour de table, des personnes à saluer. Lloyd, quelqu'un à saluer? Je vais saluer mes parents. D'accord. Donc il y a papa, son anniversaire c'était le 10 mai. D'accord. Joyeux anniversaire. Mais dis le nom de papa. Il s'appelle comment? Eric du Véter à Rombizo. D'accord. Donc, joyeux anniversaire à vous, monsieur Eric, depuis le Gabon. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Merci. Et à maman? Et maman Gladys du Véter aussi. Maman Gladys aussi. Adolphe. Les parents, comme d'habitude, mes parents, mes amis. D'accord. Vous pouvez les citer, hein, les parents. Papa, maman. Clémentine, maman Clémentine, mon papa. Pourquoi tu es timide quand il s'agit de maman? Mais non. D'accord. Ok, donc maman Clémentine. On salue maman Clémentine. Aminata? Je salue mon père Moustapha et ma mère Aïda. Et mes amis aussi, et mes sœurs. D'accord, il ne faut pas oublier les sœurs, sinon elles vont se fâcher. Aminata. Charlène? Moi, j'ai fait une dédicace à ma maman et à mon papa. D'accord, maman, papa, évidemment. Vous avez oublié les amis. Hein. Ils vont pas se fâcher. Mes amis aussi. Bon, voilà. En tout cas, merci les amis. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Aminata, étudiante en journaliste et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Adolphe, ça a été un plaisir. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Évidemment, tu es un habitué. Évidemment, notre ami Lloyd, étudiant en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que l'expérience t'a plu et n'hésite pas, reviens quand évidemment quand ce sera le bon moment. Charlène, journaliste, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.